Bon, on va lancer, j'espère que ça fonctionne. C'est qu'on ne sait pas grand-chose, finalement. Bah oui, ça fait 1 an et demi qu'il est apparu sur Terre, enfin, au niveau des êtres humains, en tout cas. Ce qui m'étonne, c'est que... Bon, allez, on va attaquer, on verra. Ok, bah écoutez, bonsoir à tous. Donc merci de nous rejoindre pour cette nouvelle réunion publique en ligne. Je suis accompagné de Régis Champ, donc, qui est maire de Saint-Martin-en-Haut et président de la communauté de communes. Mais je pense comme tout le monde est au courant ici. Donc on avait lancé il y a quelques semaines ces visioconférences en ligne pour compenser le fait de ne pas être en mesure de faire des réunions publiques physiques comme on fait habituellement. Donc la semaine dernière, il y avait celle de d'Iseron. Et donc cette semaine, dans le cadre des présences communales mobiles, on était à Saint-Martin-en-Haut. Et donc voilà, c'est l'occasion de continuer à le faire et d'utiliser cet outil tant que nécessaire, en espérant bien entendu, on pourra continuer bientôt à refaire des réunions publiques en ligne. Alors sur le fonctionnement, donc chacun commence à être un peu rodé à l'exercice. Vous savez qu'il y aura un petit propos introductif. Ensuite, on pourra échanger librement, que ce soit sur les questions locales ou nationales, et essayer d'apporter une réponse consolidée entre maires et députés. Vous pouvez intervenir, alors vous pouvez prendre la parole à tout moment, ou sinon intervenir au travers du petit chat que vous avez en bas à droite, pour soit intervenir, poser une question ou autre. Voilà, mais avant tout, merci Régis, en tout cas, de nous accueillir à Saint-Martin-en-Haut. Peut-être pour commencer, la tradition, c'est que tu nous dises un petit mot pour te présenter et présenter la commune. Bonsoir à tous, bonsoir Thomas. Alors effectivement, on est dans un exercice tout effectivement, où le député fait le tour de sa circonscription, commune après commune, ou pas d'ailleurs, mais bon, voilà. Donc, ici, c'est à Saint-Martin. Situation effectivement un peu particulière, où effectivement, au cours de la pandémie, on a des masques, et pour moi, c'est assez bizarre de me voir, puisque je me vois aussi à l'écran avec un masque. J'ai déjà fait, on a tous appris à faire des visioconférences, et quand on est individuellement dans son bureau, on quitte les masques, on tombe les masques, si je puis dire. C'est pas le cas ici. Donc effectivement, un mot sur ma commune. Je ne sais pas si tout le monde, j'espère, a entendu parler de Saint-Martin-en-Haut. Donc, c'est une commune des Monts du Lyonnais. C'est la porte d'entrée des Monts du Lyonnais depuis Lyon. 4200 habitants, à peu près. Une grosse commune en termes de surface. On dit que c'est la deuxième du département du Rhône, après la commune de Lyon. Grosse commune agricole. C'est toujours comme ça que je commence, puisqu'on a dénombré, il n'y a pas très longtemps, le nombre d'exploitations agricoles en activité, si je puis dire, donc les vrais. Il y en a 105. Qui emploie avec les GAEC à peu près 130-140 personnes. Donc c'est de loin la plus importante au niveau du département du Rhône, et d'aucuns disent de France. De France, je ne suis pas allé encore voir, mais en tout cas, oui, effectivement, avec une forte activité agricole. Le deuxième pilier économique, c'est les PME, notamment du bâtiment. Et le troisième pilier économique, c'est le commerce. On a beaucoup de petits commerces ici, commerce local, le centre-ville, qu'on défend, qu'on a déjà défendu au travers de 2 motions qu'on a adressées au Premier ministre, coup sur coup, au travers des échéances. Alors, effectivement, je crois que là, on est en train de discuter. Le Premier ministre vient de faire des annonces, alors, je ne sais pas ce qu'il a exactement fini, qui ne vont pas forcément dans le sens que moi, j'aurais souhaité pour une partie, et on aura peut-être l'occasion d'en reparler. Sinon, juste pour finir, au niveau puisque c'est quand même pas l'objet de présenter ma commune pendant 1 heure, donc, un certain nombre de projets. Alors, on vient de finir un gros projet qui était la réalisation d'un centre technique. Il y en avait bien besoin sur notre commune. Il y a un très gros projet qui est en train de se finir actuellement, c'est la rénovation complète du village Nature. C'est un projet à 6,5 millions d'euros qui sera livré, les premiers gîtes seront livrés d'ici la fin d'année, mais malheureusement, toutes les pré-réservations, elles ont été supprimées pour des raisons évidentes que l'on connaît. Il sera complètement livré au mois d'avril, et j'espère que d'ici le mois de mars, enfin avril, donc mai, d'ici le mois de mai, on pourra le remplir. Puisque l'enjeu, c'est de remplir les 200 lits à peu près 365 jours par an, puisque désormais, ce sera des bâtiments et des lits avec des bâtiments complètement rénovés d'un point de vue énergétique, avec une chaufferie bois, avec des panneaux photovoltaïques, des bâtiments quasiment passifs. Pour la rénovation, c'est bien, et avec une forte attente, notamment des Lyonnais. On les attend. J'en dirai pas plus, alors peut-être qu'il y aura des questions au fil du temps, mais voilà, l'objet, c'est pas de présenter ma commune, parce que si je garde le micro pour ça, dans 2 heures, on y est encore, et Thomas n'aura pas encore parlé. Et c'est quand même lui, le maître de cérémonie. Chaque maire est un grand amoureux de sa commune qui peut en parler pendant des heures et des heures, tellement qu'il vit au quotidien, et y compris moi, ce qui m'interpellait quand
quand j'étais maire, par rapport à l'activité de chef d'entreprise, par exemple, c'est que, y compris quand on est en déplacement, je ne sais pas si ça te fait cet effet, on regarde les autres communes, comment elles sont organisées, des fois on revient avec des Bien idées. sûr. Alors qu'un chef d'entreprise a un peu plus l'habitude de couper quand il est en vacances. C'est vrai que la fonction de maire est beaucoup plus envahissante, entre guillemets. Ah, mais on le vit pour 24 heures sur 24. Mais oui, on se compare, on vérifie, on va chercher les points faibles et les points forts des autres communes. Évidemment, il y en a des points forts. Donc oui, c'est un jeu permanent. Alors je vois qu'il y a déjà une vingtaine de personnes qui sont connectées. Certaines me disent que le son n'est pas terrible. Alors on va essayer de parler un peu plus proche du micro. C'est vrai qu'on a dû le mettre un peu loin. N'hésitez pas, n'hésitez pas à nous dire si le son mérite d'être encore amélioré. Simplement aujourd'hui, moi non plus je ne vais pas être trop long, mais vous connaissez maintenant également le principe des présences communales mobiles. C'est le fait d'être chaque jeudi dans une commune différente de la circonscription. Et donc pour vous faire un petit retour aujourd'hui, j'ai eu l'occasion bien entendu de tenir une permanence décentralisée pour accueillir les personnes qui le souhaitaient bien entendu. Et puis les échanges ont continué avec la marque collective. Ça tombe bien qu'il tenait en plus son conseil d'administration aujourd'hui à Saint-Martin-en-Haut, donc pour échanger notamment sur la problématique des circuits courts alimentaires en lien avec la métropole et également sur ce qui se fait sur le territoire. Et puis pour faire un retour également qui était intéressant suite à la loi Egalim qui prévoit des choses en la matière. Et puis on a terminé la journée avec l'association Oser les Monts du Lyonnais qui est présidée par Mathilde Ponceau qui est ici fleuriste à Saint-Martin-en-Haut et qui nous a redynamisé pour de nombreuses semaines puisqu'elle est très dynamique et voilà, elle nous a fait part de à la fois les projets à l'échelle des Monts du Lyonnais de l'association, mais aussi nous a fait un retour individuellement de comment elle avait à la fois vécu le confinement et comment le rebond se passait très bien pour elle. Et encore aujourd'hui, je crois qu'elle a fait une très bonne journée, nous a-t-elle dit. Alors, ce que je vous propose, c'est de ne pas être beaucoup plus long, on va dire, sur les propos introductifs et puis qu'on puisse attaquer cet échange vraiment sans filtre sur l'ensemble des questions qui vous intéressent. Alors, est-ce que quelqu'un, d'ores et déjà, souhaite intervenir pour une intervention, une question, une remarque, sachant qu'on n'a pas eu le temps tout à fait de regarder encore très précisément ce qui a été annoncé par le Premier ministre. On a quelques éléments. Et voilà, on tâchera de vous répondre du mieux possible. Oui, j'aurais déjà une première question, moi. Est-ce que, suite à la lettre que vous avez faite au Premier ministre, est-ce que vous avez eu des réponses? Donc, j'imagine que la question s'adresse à moi. Alors, oui. Non, nous n'avons pas eu. Alors, donc, on l'a adressé au Premier ministre et on a mis en copie les sénateurs et les députés du territoire. Donc, on n'a eu aucun retour du Premier ministre. On a eu quelques retours d'un certain nombre de députés et de sénateurs qui ont appuyé notre demande et qui nous ont montré les courriers qu'eux-mêmes avaient déjà fait ou qu'ils ont fait rebondissant sur le nôtre, envoyés également soit à Emmanuel Macron, soit au Premier ministre. Mais non, nous n'avons aucune réponse directe de la part du Premier ministre. Ni pour la première motion, ni pour la deuxième. Alors, et donc, pour compléter, il faut savoir qu'effectivement, il y a énormément en ce moment de courriers qui sont adressés donc, soit aux parlementaires, soit à l'exécutif. Je crois qu'en France, de mémoire, on doit avoir 1 millier de communautés de communes, par exemple, pour donner un ordre d'idée. Et pour vous donner un retour, j'échange souvent avec les cabinets ministériels, encore ce matin, y compris les cabinets ministériels nous disent les courriers de parlementaires sont parfois même pas lus par les ministres et les cabinets font des réponses eux-mêmes, tellement qu'il y a du volume. Alors moi, il se trouve que j'ai eu le Premier ministre mardi au travers d'une visioconférence. Donc on a pu échanger ensemble. Et j'ai essayé de relayer, on va dire, la préoccupation. Donc il y a eu une question orale au sujet de la question de l'ouverture des commerces. Et avec plusieurs collègues parlementaires également, on a publié une tribune concernant l'ouverture des restaurants. Et d'ailleurs, on en a parlé pas plus tard qu'il y a quelques heures là, au restaurant les 4 saisons. En ayant une préconisation qui est de dire que plutôt que de reporter au 20 janvier l'ouverture, plutôt de durcir, s'il le faut, le protocole sanitaire pour permettre une réouverture anticipée des restaurants. Malheureusement, sans avoir regardé dans le détail ce qui a été annoncé par le Premier ministre, dans tous les cas, on ne sera pas sur une réouverture d'ici la fin de l'année.
et on sera sur quelque chose au mieux qui aura lieu, j'ai encore espéré peut-être début janvier, mais probablement ça sera sans doute à partir de mi-janvier. Voilà. Par contre, ce que je note, c'est que même s'il reçoit beaucoup de courriers de Premier ministre, moi j'aimerais quand même qu'il y ait une réponse au moins à chaque fois qu'il reçoit un courrier. Quoi. Alors, effectivement, alors, je sais bien, parce que j'entends dire qu'effectivement, on n'est pas les seuls à avoir, d'une façon ou d'autre, alors les formes ne sont pas forcément les mêmes, mais l'objet même du courrier ou la motion, effectivement, reste les mêmes. J'entends bien qu'il a été inondé parce que tous les territoires ruraux de France, voire peut-être les villes, mais les territoires ruraux sont allés dans ce sens-là, hein, des commerces qui vont pas bien et des restaurateurs dont certains ne s'en remettront pas, hein, c'est sûr. Donc j'entends bien qu'il a reçu des centaines de demandes et qu'il faudra peut-être embaucher des gens pour répondre. Bon, après, voilà, si c'est juste une lettre d'accusé de réception, ça m'intéresse guère. Mais voilà, enfin, pour répondre à la question, non, nous n'avons rien reçu. On sait bien que la pierre qu'on a mis à l'édifice n'est qu'une partie de l'édifice, parce qu'il y a d'autres contraintes, évidemment. Il a un conseil de défense sanitaire dont il doit suivre aussi un certain nombre de remarques. Mais voilà, ça ne sera peut-être pas l'objet de la réunion ce soir, parce qu'on ne sait peut-être pas forcément... Enfin, en tout cas, moi, je reste sur ma position. Hein, je n'ai rien changé par rapport à ça. Je considère que le gouvernement, de ce point de vue-là, sur les restaurateurs, avant, c'était avec les petits commerces. Maintenant, on est que chez les restaurateurs, je considère, malgré la crise, qu'il a tort. Bon, voilà, après, je ne suis pas à sa place. Je n'aimerais pas être à sa place non plus. Il a d'autres contraintes que je ne connais pas, mais voilà, de ce point de vue, en tant qu'élu, donc quelque part responsable local et président d'une interco aussi, dans laquelle les 32 communes sont à peu près dans la même situation avec leur commerce, moi, je reste sur ma position. Petite question complémentaire à Régis Chambre, toujours. Est-ce que vous avez un ressenti de tous les restaurateurs au mois de Saint-Martin, disons, au mois de Saint-Martin? Quel est leur ressenti? Alors, c'est divers et varié. Alors, comment je vais le dire? Il y en a qui sont... Ils ont tous désespérés. On les a reçus. Donc ici, je ne l'ai pas dit, on est dans la salle du conseil municipal de Saint-Martin-Haut. Je les ai reçus il y a quelques temps. Et il y a quelques jours, on a reçu le commerçant. On a invité tous les commerçants qui voulaient venir. Donc il y avait 13 commerçants, dont un restaurateur qui était ici. À tour de rôle, ils nous ont fait part de leurs difficultés du moment, enfin leurs difficultés depuis le mois de mars. Au niveau des commerçants, je dirais, hormis une extrême minorité, ils souffrent tous, c'est global, mais ils ne sont pas tous au même niveau, et je dirais, et je touche du bois, qu'ils vont s'en sortir. Au niveau des restaurateurs, c'est quand même très compliqué. Alors voilà, ils font tous du click and collect maintenant, d'une façon ou d'autre. Il y en a qui, alors, ça ne s'appelle pas forcément comme ça ici, il y en a qui l'avaient fait. En réalité, la minute de vérité, elle va arriver au printemps 2021, puisqu'actuellement, ils ont tous des chiffres d'affaires qui sont effectivement très très réduits, compensés légèrement par la vente comme ça, mais qui n'est pas leur fonds de commerce et qui est un pis-aller. Hein. Ce qu'ils aiment, il faut aussi voir, c'est le contact. C'est le chef chez qui tu étais tout à l'heure, il le dit, lui c'est aller faire de la cuisine et c'est le contact. Donc le contact, il ne l'a plus. Le lien social que nous, les communes, on aime bien dans les commerces locaux. Ça, évidemment, et pour cause, ça a disparu. Donc, économiquement, le tri, entre guillemets, sera fait, et j'espère que le tri, il n'y en aura pas, mais bon, qui sera fait au printemps prochain. Donc, pour répondre, ils vont pas tous disparaître, hein, c'est sûr, et on fait tout pour qu'ils ne disparaissent pas. On fait de la publicité pour que les gens aillent faire des commandes, hein, sur Internet, pour ensuite aller chez eux. Et voilà, j'espère de tout cœur qu'aucun n'abandonnera. Le problème, c'est qu'effectivement, les annonces, mais le gouvernement ne peut pas faire autrement, c'est qu'elles arrivent au fil du temps. Donc, au début, ils se sont dit, ça va être dur pendant 3 mois, et puis à la rentrée, on repart normalement. On n'est pas reparti normalement. Hein. Sur la commune de Saint-Martin, on a la foire économique des Monts du Lyonnais, qui a lieu en septembre tous les ans. Une grosse foire économique. On dit que c'est la deuxième de la région. Je ne sais pas si c'est véritablement vrai. Évidemment, on a dû l'annuler. Donc, on a pris la décision début septembre, donc 3 semaines avant, de l'annuler. On attendait quand même, donc on l'a annulé. Donc les restaurateurs et les commerçants étaient dans la veine de dire au printemps, on fait un effort, on repartira à l'automne. Là, à nouveau, on arrête. Et puis là, effectivement, on vient de nous annoncer que rien a priori ne va changer avant le 7 janvier. Et j'espère que qu'ils continueront à tenir la distance et ne pas se démoraliser, se démobiliser, sachant que moi, je suis d'un naturel optimiste, mais de toute façon, il y aura un bout du tunnel, forcément. Et je suis bien persuadé, je peux me tromper, mais en tout cas, qu'il aura lieu avant l'été, avec des facteurs extérieurs, hein, le vaccin, etc.
puis, à un moment donné, la pandémie, elle va bien passer. Mais voilà, on les accompagne. J'espère qu'ils s'en sortiront tous. Mais je n'en suis pas sûr. Le retour des restaurateurs, moi, que j'ai vu cet après-midi, c'était vraiment effectivement de faire part de leurs difficultés, et pas uniquement d'un point de vue financier, mais effectivement également d'un point de vue social et psychologique, parce qu'ils ont besoin vraiment d'avoir du contact. Mais en tout cas, ils ont mis en évidence également l'accompagnement, que ce soit au niveau de la commune ou de l'État, pour passer cette période difficile de la meilleure manière. Et voilà. Et en tout cas, ce qui doit nous mobiliser aujourd'hui au niveau national, c'est aussi d'éviter à tout prix le 3e reconfinement qu'on pourrait avoir au printemps, si on ne prenait pas aujourd'hui des mesures adéquates. Voilà. Voilà pour cette première question. Alors n'hésitez pas de manière interactive, ouais. On peut rester sur ces questions sanitaires si vous le souhaitez, même préciser pourquoi les restaurateurs, pourquoi telle période. Je vois qu'Agnès également parle des lieux culturels. Alors Agnès, je ne sais pas si tu veux prendre la parole, mais effectivement, les lieux culturels, il y avait une possibilité de réouverture la semaine prochaine qui finalement est repoussée. Ouais. Ça vient d'être annoncé par le Premier ministre. Oui, oui, j'ai entendu. Et puis, enfin, c'est mon fils qui m'a prévenu. Et puis, bah, c'est vrai qu'on ferme les remontées mécaniques, les stations de sport d'hiver, les restaurants, voilà, les lieux culturels, les musées, les cinémas, etc. Et puis, pendant ce temps-là, bah, il y en a qui font excusez-moi, mais les cons, qui se rassemblent sans faire attention à rien du tout, ou qui ont le Covid et qui s'isolent pas, et puis tout le monde paye, et puis ça devient vraiment désespérant, quoi. Parce que, voilà, d'être aussi bien pour financièrement pour certains que, voilà, ça devient quelque chose qui est très lourd, quoi. Vraiment, et je sais pas comment on va pouvoir s'en sortir, parce que ça devient vraiment dramatique. Je pense aux restaurateurs, aux gens du spectacle, tout ça. Et puis, je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas des amendes beaucoup plus dissuasives, parce que quand on voit que des gens sont capables d'organiser des soirées festives, voilà, et puis qu'ils ont 135 € d'amende, bon, bah, c'est pas dissuasif, à mon avis. Enfin, moi, je ne sais pas, mais il aurait fallu être beaucoup plus. Enfin, je ne sais pas. C'est vrai que je ne suis pas au gouvernement et que je ne voudrais pas y être. Alors, moi, je trouve qu'il y a deux choses dans ce que tu dis. C'est vraiment, faire attention que les conséquences de ce qu'on fait ne soient pas pires de ce dont on cherche à se protéger. Effectivement, le stop and go permanent et le fait de prendre des mesures extrêmement fortes ont des conséquences, on va dire, sur tous les champs, hein. On mesure aujourd'hui les conséquences de la fermeture des écoles du premier confinement. Comme disait Régis, on va mesurer en 2021 les conséquences économiques, notamment pour les restaurateurs. Voilà. Et donc, il faut qu'on y fasse attention. Et puis, on parle aussi de conséquences aujourd'hui psychologiques, financières. Enfin, et puis aussi pour les comptes publics, hein, le déficit du pays a complètement dérapé, comme tous les pays voisins d'ailleurs. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que on a une proposition de loi qui est en train d'être déposée concernant le fait de davantage responsabiliser effectivement ceux qui sont testés. Puisqu'effectivement, aujourd'hui, dans le cadre de notre droit actuel, quelqu'un qui serait testé positif, déjà, n'a pas de contrainte d'isolement, mais ne serait pas inquiété au travers d'une amende ou pénalement s'il contaminait beaucoup d'autres personnes. Et effectivement, les pays qui ont réussi ont notamment mis en place un strict isolement de ces personnes testées positives. Et donc, ça fait partie des propositions qu'on a faites au gouvernement il y a déjà quelques semaines, et content de voir qu'elles ont été reprises, pour qu'on puisse, début 2021, plus contraindre à l'isolement et proposer également des solutions, typiquement de l'hôtel, puisque les hôtels en ce moment sont largement disponibles, pour être en mesure d'accueillir les personnes qui sont testées positives, pour ralentir vraiment et mieux maîtriser la propagation virale. Voilà. Mais là encore, c'est vrai que cette crise sanitaire, on a beaucoup appris. Enfin, non seulement elle a été fulgurante, puissante, mais c'est vrai que le droit tel qu'il existait en France ne prenait pas en compte forcément l'ensemble des situations. Et par ailleurs, on a la Constitution qui nous protège, notamment par rapport à tout ce qui est vie privée.
Et effectivement, dans notre droit, on peut difficilement intervenir, et c'est une sorte de garde-fou à l'intérieur des maisons. Donc, effectivement, dans une propriété privée, on peut faire ce qu'on veut, alors que certains autres pays, notamment, ont des contrôles, y compris dans les maisons, mais je ne suis pas sûr que ce soit la bonne solution. Voilà. On est un pays très latin, en fait, et effectivement, on n'aime pas la rigueur imposée non plus, par nature, si je puis dire. Aussi. Voilà. Et puis, c'est toujours l'équilibre entre la règle collective et les efforts individuels. C'est sûr que si chacun faisait des efforts individuels, le virus ne se propage que parce qu'à un moment donné, on se relâche. Et donc, on pourrait... moi, je me pose toujours la question de savoir si le fait d'être trop restrictif au niveau de nos règles collectives ne conduit pas à une certaine déresponsabilisation individuelle. Et voilà, comment agir sur les deux tableaux. Voilà, en tout cas, pour les lieux culturels. Est-ce qu'il y a une autre intervention vraiment sur aussi bien les sujets nationaux que locaux? Voilà. Oui. Ah, j'ai vu une main qui se levait, effectivement. Vous pouvez utiliser, je ne l'ai pas dit, vous avez une petite fonction sur Zoom qui permet de lever la main virtuellement. Donc là, voilà, c'est ce que j'ai fait. Allez-y. Je voulais revenir sur un peu, enfin, les commerçants, parce qu'on les commerçants à Saint-Martin, on les connaît, enfin, on les connaît tous presque familièrement, quoi. Enfin, on connaît leur prénom, leur nom, et des fois sur Facebook, on arrive à voir parce que certains commerçants mettent un cri d'alerte. Et on l'a vu il n'y a pas très longtemps, où un cri d'alerte, et on peut tous se mobiliser, mais certains commerçants, peut-être par pudeur ou je ne sais pas, ne le font pas, alors qu'on pourrait se mobiliser aussi pour eux. On l'a fait aussi pour les agriculteurs quand on pouvait aller chercher en direct. Et voilà, moi, ça ne me gêne pas d'acheter, pour les fêtes, là, d'acheter chez les commerçants, et en priorité, je dirais presque, ceux qui en ont plus besoin. Mais voilà. Alors, voilà. Si tu permets, je vais répondre. Alors, effectivement, Thierry, je t'ai reconnu. Effectivement, donc tout à l'heure, j'ai évoqué qu'on a reçu les commerçants qui le voulaient, donc ils sont venus 13, mais bon, c'était en soirée, ils auraient pu. Je pense que tous étaient plus ou moins intéressés. Il y en a plus de 60 sur la commune. Effectivement, d'abord, le commerçant, il exerce une fonction libérale, donc il est par nature, il est libéral. Il a une forme d'indépendance, donc alors, il assume effectivement les conséquences de ses choix et de ses difficultés. Ici, il y a deux structures effectivement relativement conséquentes. Il y a la Louve, qui est l'association des commerçants de Saint-Martin, et au-dessus, il y a la OSE, dont tu parlais tout à l'heure, qui est une fédération au niveau des Monts du Lyonnais, effectivement. Néanmoins, quand on les a reçus ici, donc il y avait les adjoints, j'avais demandé aux adjoints de venir pour témoigner aussi, échanger. Effectivement, donc ils étaient 13, ils avaient 13 effectivement expériences individuelles différentes les uns des autres. Il y en a qui ont eu des difficultés au début, qui n'en ont plus maintenant. Il y en a qui ont des problèmes techniques que d'autres avaient déjà résolus avant. Et chaque fois, c'était très prégnant, très, très poignant, effectivement. On a eu des témoignages extrêmement durs, au sens où ça leur a fait du bien de s'exprimer. Ils ne l'avaient jamais fait, c'est évident qu'ils ne l'avaient jamais fait avec leurs collègues, parce que d'abord, ils étaient pris, ils l'ont expliqué eux-mêmes, ils étaient pris dans ce piège de trouver click and collect. C'est bien, mais ce n'est pas la panacée. Il faut déjà apprendre à s'en servir. Et puis, des fois, on investit du temps, beaucoup de temps, et il n'y a pas de retour derrière. Donc oui, c'était effectivement ça. Il y a pas une. C'est pas comme un syndicat qui ferait adhérer l'ensemble de ses membres à résoudre le problème. C'est une addition de problèmes individuels, quoi qu'on en dise. Alors après, je rappelle que la communauté de communes, pour certains d'entre eux, elle était au sens large, des commerçants et des PME aussi, on a mis 1 000 ou 1 500 euros de subvention nette. C'est pas une avance remboursable qu'on a mise, donc ça a évidemment aidé quelques-uns. Mais voilà, c'est quand même des situations individuelles compliquées. Et tu as raison, la seule solution actuellement, nous, en tant que citoyens, c'est d'aller chez eux, au lieu d'aller, je le dis comme ça, au lieu d'aller dans les hypermarchés un peu plus loin, c'est d'aller chez eux. Il y a beaucoup de choses qui sont vendues dans les commerces des Monts du Lyonnais, je ne parle pas que de Saint-Martin. Il faut juste franchir non pas la porte, mais le site internet. Après, on franchit la porte dans un deuxième temps pour aller chercher son paquet. Mais ouais, il faut absolument y aller en ce moment. Et tu as raison, ils ne sont pas tous des spécialistes de la communication, bien entendu. Des fois effectivement, on ne sait même pas qui est derrière le nom, mais voilà,
les bourgs-centres ne sont pas si grands que ça dans le territoire. Mais allez-y. Il y a eu pendant cette période difficile des élans de solidarité intéressants et même Mathilde tout à l'heure qui était fleuriste nous disait vraiment ma clientèle a continué à m'acheter des fleurs en mode click and collect et beaucoup nous disent ça et les librairies quand on leur pose la question elles ont aussi continué à fonctionner comme elles le pouvaient pendant ce confinement. Mais malgré tout effectivement certaines personnes fragiles, certains commerçants plus fragiles ou même chefs d'entreprise ou même agriculteurs n'ont pas forcément exprimé cela. Et moi, ce que je peux dire en complément de ce qui a été dit par Régis, c'est que notamment les chambres consulaires, donc CCI, CMA, Chambre d'agriculture, ont passé pas mal de coups de fil pour être proactifs et demander des nouvelles pour comment ça allait. Alors, effectivement, pour les professions libérales, on a posé la question et justement le restaurateur des 4 saisons nous disait qu'il avait été appelé, lui, par une chambre consulaire. Je ne suis pas sûr qu'ils aient pu le faire de manière exhaustive. En tout cas, il y a eu cette préoccupation d'aller voir également les personnes les plus fragiles. Merci. Alors Thierry fait partie des gens qui a plusieurs métiers, on va dire, à son arc, je vais le dire comme ça, mais notamment il fait du spectacle ici dans la salle des arcades en dessous dans ce bâtiment. Évidemment qu'il a un petit peu touché aussi, puisque je crois que les spectacles d'improvisation, il y a quelque temps que tu n'as pas pu en faire, me semble-t-il. Oui, et puis on devait recevoir le 18, 19, 20 un humoriste, et ça nous aurait fait du bien et à beaucoup de gens parce que les gens me demandaient quand est-ce qu'on va rire, Eh ben, on rira plus tard, mais voilà, j'ai 2-3 idées et je pense que on peut faire peut-être des soirées café-théâtre spéciales pour pourquoi pas pour les commerçants, pour les artisans, ou pour les choses comme ça, et que ça soit pour eux. Enfin voilà quoi, des moments conviviaux où on pourra rire et voilà, passer du bon temps, mais que ça soit pour les gens qui en ont besoin quoi. Ouais. Et je pense que les gens de l'équipe, il y en a sûrement qui écoutent là, ne seront pas contre. Donc tu as raison, voilà. On sera avec toi. Ce qui est sûr, c'est que la culture a un rôle à jouer et dans la reprise, dans la relance, etc. Il se trouve que moi, lundi prochain, j'organise une visioconférence entre les parlementaires du Rhône et le DRAC, le délégué régional des actions culturelles, donc le représentant de l'État au niveau de la région pour les actions culturelles, pour présenter notamment tout ce qui est plan de relance en faveur des structures culturelles. Et j'espère que voilà, en 2021, quand on aura passé cet épisode difficile, on pourra vraiment reprendre avec plus de force l'ensemble des éléments qui fédèrent, et notamment à l'échelle du territoire. Et je pense que les gens auront vraiment un gros besoin de cohésion collective et de partager des choses ensemble. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a une autre intervention ? Alors, soit, allez-y, prenez la parole comme ça, sans forcément lever la main, parce que... Oui, Thomas, Bernard Chavron. Bernard. Moi, je t'avais interpellé sur les petits commerçants. Bon, le gouvernement a fait des choix, c'est ainsi. On n'est pas forcément d'accord. Moi, j'avais une grosse difficulté à comprendre que on laissait les grandes surfaces ouvertes et qu'on interdisait aux petits commerçants qui, notamment lors du premier confinement, ont fait d'énormes efforts pour mettre en place des gestes barrières, donc qui ont donc investi en plus très souvent. Hein. Moi, tous ceux que j'ai pu voir avaient vraiment fait des efforts et qu'on leur a interdit. Mais on ne va pas revenir là-dessus, ça a déjà été expliqué. Par contre, il y a quelque chose qui me gêne un peu, c'est dans les aides qui sont apportées, et tout le monde essaye d'aider, l'État, la région, les communautés de communes. Je ne crois pas, à ma connaissance, qu'il y ait quelque chose pour les commerçants qui ont débuté juste à cette époque. Il se trouve que j'en connais un à Montretier, hein, c'est comme ça, qui devait débuter le jour où il y a eu la fermeture complète, le confinement complet. Et pour eux qui avaient investi énormément et qui se disaient tiens, je vais commencer à travailler, paf, le coup près est tombé, c'est extrêmement dur. Alors c'est sûr, ils n'ont pas de chiffre d'affaires, ils n'ont rien à montrer. Et comment on peut faire pour les aider ? Ouais. Alors juste quand même ça me permet de revenir sur l'élément que tu as soulevé. Alors je suis d'accord que l'injustice a été que tout le monde individuellement ou même dans son commerce ou autre a fait des efforts. Moi, je pense également aux coiffeurs qui ont un protocole sanitaire extrêmement strict et qui se sont vus effectivement, malgré ces efforts,
imposer une fermeture administrative. Par contre, je me permets juste peut-être de préciser, tu as dit que les commerces étaient fermés en fonction de leur taille, et ça c'est une idée fausse, peut-être on n'a pas su suffisamment faire preuve de pédagogie. Ce n'est pas la taille qui a été prise en compte dans la fermeture administrative ou pas d'un commerce, mais la nature de ce qu'ils vendaient. Et les grandes surfaces ont été autorisées à rester ouvertes puisqu'elles vendaient des biens dits de première nécessité, notamment en matière alimentaire. Un commerce de proximité qui vendait de l'alimentaire, bien entendu, est resté, quelle que soit sa taille. Et je peux te dire que moi, tous les petits commerçants, les proxys notamment dans les villages, m'ont dit on n'a jamais autant vendu. Et l'incompréhension que ça a généré, c'est que les grandes surfaces, au début, la décision était de dire si un commerce est ouvert, il est ouvert pour vendre tout ce qu'ils vendent habituellement. Et bien entendu, les grandes surfaces, dans un premier temps, continuent à vendre également leurs autres produits. Et c'est la décision complémentaire du Premier ministre qui a fait qu'on est allé plus loin dans la sélection pour interdire aux grandes surfaces de vendre, par exemple, des livres ou des objets de décoration, et ce qui a entraîné encore plus d'incompréhension, puisqu'il y avait des rayons livres avec interdit d'aller dans ce rayon. Voilà, mais donc, voilà, tout ça est quand même fondé, et je comprends bien que sur le territoire, il y a deux éléments, on va dire, qui, à mon avis, n'ont pas été pris en compte. C'est cette décision fondée sur ce qui est vendu et pas sur la taille, ce qui a été, à mon avis, une fausse idée reçue qui s'est largement répandue. Et la deuxième aspect qui est compliqué à partager tous ensemble, c'est la charge réelle des services de réanimation. Je voudrais juste dire un point là-dessus. En France, on a grosso modo une place de réanimation pour 10 000 habitants. Donc voilà, parce que grosso modo 6 000 places pour 60 millions d'habitants. À l'échelle du territoire des Monts du Lyonnais, si je voulais faire une comparaison, donc Comcom des Monts du Lyonnais, 30 000 habitants, c'est comme si on avait 3 places de réanimation sur la Comcom des Monts du Lyonnais. Or, malgré l'ensemble des reports d'opérations, il y a toujours, grosso modo, un tiers de ces places qui sont prises. Donc sur les 3 lits, il y en a déjà un qui est pris parce que AVC, parce qu'il y a accident de circulation domestique. Et les 2 autres sont remplis. Et la décision qu'on doit prendre collectivement, c'est comment on fait pour ralentir la propagation virale, parce que j'ai déjà toutes mes places de réanimation qui sont prises. Et je trouve que c'est le deuxième sujet sur lequel on a du mal à communiquer localement, c'est le fait de dire comment on se responsabilise tous, parce qu'on a une ressource qui est limitée, qui est ce nombre de lits de réanimation. Et c'est pour ça que je trouve intéressant de raisonner, de dire c'est 1 pour 10 000, et donc sur l'équivalent du territoire de la communauté de communes, par exemple, on a seulement 3 lits, et ces 3 lits sont occupés. Si tu veux, j'interviens, mais c'est ça aussi qui est rageant, parce qu'effectivement, et ça ne dépend pas que de ce gouvernement, puis ça dépend aussi des gouvernements antérieurs et depuis longtemps. Effectivement, on a quand même sacrément modifié dans le paysage des hôpitaux en France, hôpitaux publics, cliniques privées, etc., au fil des décennies. Et notamment alors ici, on espère que dans les Monts du Lyonnais, on a des hôpitaux publics, on espère, et on est plutôt optimiste là-dessus, ça va rebondir. Il y a des territoires, effectivement, en France où les cliniques ont été fermées. Il y a encore, on lit la presse, hein, pas très loin d'ici. Et effectivement, on subit, chaque citoyen subit les conséquences de décisions qui ont été prises il y a longtemps, qui font qu'effectivement, on a beaucoup moins de lits qu'en Allemagne, par exemple, ce qui est ramené à la population, ce qui est un point normal. L'Allemagne, c'est notre voisin, on a quand même beaucoup plus de points communs que de points différentiels. Donc il y a des choses, sans doute politiques, qui ont été faites par le passé, qui nous amènent effectivement à ce type de décision dont on est victime. Après, à titre personnel, je pense qu'effectivement, un commerce dans lequel les règles sont strictement appliquées, il ne génère pas plus de risques que d'aller faire ses courses, prendre sa voiture, aller faire ses courses ailleurs, ou ne pas faire ses courses, ou rester chez soi, dès lors qu'encore une fois que le commerce il tient les règles sanitaires, évidemment, et que surtout la clientèle les tient aussi. Mais autant c'était pas vrai à printemps, parce que chacun apprenait, on apprenait tous, effectivement, d'abord, il fallait après le moment de sidération, il fallait qu'on prenne conscience du véritable danger et des gestes à faire, qui sont parfois pas si importants que ça pour être efficaces. Mais autant au printemps, c'était peut-être un peu plus compliqué, autant maintenant, il suffit de se promener dans les rues, on voit que les gens ont compris, portent les masques, assurent les gestes, et du coup, avoir 1 ou 2 clients y compris dans des restaurants, mais dans des commerces, de mon point de vue, mais là aussi, je ne suis pas spécialiste, je suis juste maire de ma commune, je pense que ça ne aurait pas généré de risques supplémentaires de ce point de vue. Ce qui se passait, c'est que c'était un confinement qui était annoncé.
Et donc, et donc ce confinement, on va dire, quel aurait été finalement un confinement si on dit, au-delà d'aller acheter votre pain, vos outils de première nécessité, vous pouvez aller acheter des chaussures, des objets de décoration, etc. Oui, non, mais c'est sûr, mais voilà. effectivement, mais c'est peut-être le mot confinement qui n'était pas le bon. C'est sûr que la sémantique a pris un peu le pas sur la réalité. Mais encore une fois, j'aimerais pas être à la place du gouvernement en ce moment. Je le redis. Et pour un deuxième élément de réflexion, hein, effectivement, notre système hospitalier en France a besoin de réfléchir à comment il est organisé, et notamment il est un peu suradministré si on compare par rapport aux Allemands, parce que les Allemands mettent pas tellement plus de budget que nous, mais on aurait beau avoir le double de lits de réanimation avec la progression, on va dire, exponentielle, on va dire, des cas de virus, n'aurait pas changé fondamentalement les choses. Et d'ailleurs, on est passé de 6 000, je crois, à 10 000 lits au niveau urgence, et voilà, il en aurait fallu beaucoup plus. Et dernière chose que je veux préciser, il y a un quart des gens qui rentrent en réanimation qui n'en sortent jamais. C'est-à-dire qu'il y a quand même toute une partie de la population qui a des troubles durables. Voilà, donc ça aurait pu permettre de passer... si on avait eu un système hospitalier qui a quand même bien tenu, mais beaucoup plus important, ça aurait permis de mieux passer les choses, mais ça n'aurait pas permis tout à fait d'éviter les choses. Au niveau du point que tu citais, Bernard, effectivement, je suis tout à fait d'accord avec toi. Parmi toute la palette des cas possibles, celui qui avait créé son entreprise en 2020, c'était pas forcément voilà, la question. Et étant donné qu'on n'a pas de référentiel de chiffre d'affaires, à quelle hauteur l'aider? Bon, il y a quand même eu les mesures type loyer, fonds de solidarité, prêts garantis par l'État qui ont été donnés. Mais effectivement, l'exonération de charges alors qu'on ne paye pas encore de charges et les mesures basées sur le chiffre d'affaires alors qu'on n'a pas encore le retour, toutes ces mesures, on va dire, n'étaient pas voilà. Est-ce qu'il y a une autre intervention éventuellement? Allez-y, n'hésitez pas. Sur les sujets vraiment de votre choix. Aussi. Profitez-en. Si personne parle, je vais reprendre la parole. Au niveau du sport également, où est-ce qu'on en est, puisque je suis quand même désolé, moi, j'interviens en tant que vice-président du secteur bouliste des Monts du Lyonnais. Ça fait quand même 9 mois qu'on ne peut pas toucher une boule, quoi. Et ça, je trouve ça inadmissible, parce que en jeu extérieur, je ne vois pas où sont aussi les risques, comme au restaurant. Alors, sur le sport, alors effectivement, il y a tellement effectivement de types de sport entre effectivement les sports type pétanque, où effectivement on est assez loin les uns des autres, au sport type basket, où en permanence on se colle les autres en respirant. Là, toute la difficulté, c'est d'être en mesure de prendre à la fois des mesures lisibles, mais qui soient adaptées en fonction de la nature des activités, mais aussi en fonction des territoires. C'est vraiment une vraie difficulté dans la décision publique, c'est d'arriver à combiner les deux, à la fois l'adaptation, au travers de la territorialisation, par exemple, et à la fois le côté lisibilité. Là, au niveau du sport en tant que tel, sur la pratique des sports de plein air, tu vois, je ne suis même pas au courant. Est-ce que ça fait partie des 3 heures, enfin, est-ce que la pratique d'un tel sport, dans la limite de 6, fait partie des 3 heures de... Non, puisque ces 3 heures, c'est du sport individuel, je me corrige moi-même. Donc, fait qu'effectivement, ça ne fait pas partie des éléments. Ouais. Donc voilà, limite... Enfin... Les frontières sont terribles, des fois à marquer entre ce qui est autorisé et ce qui ne l'est pas, c'est sûr. Et parfois, elles sont effectivement pas très compréhensibles, mais c'est compliqué. Ouais. Il y a eu également la polémique sur le sport concernant les stations de ski, où là, pareil, on peut se poser la question de la pertinence ou pas d'interdire ou pas le ski. Je rappelle que cette interdiction, elle est fondée avant tout. Les services d'urgence sont déjà complets, et donc le ski est quand même une pratique à risque et aurait pu conduire à rajouter encore de la charge sur ces services notamment.
Et c'est vrai qu'on aboutit à la situation paradoxale de stations de ski qui restent ouvertes, mais avec des remontées mécaniques fermées. Mais pourquoi? Donc on peut effectivement, c'est totalement ubuesque, on va dire, mais les stations de ski sont des villages comme les autres, sur lesquels il y a des commerçants, il y a des habitants, etc. Et il aurait été pas possible, dans notre droit et sans doute pas souhaitable, de fermer administrativement des communes. Donc voilà, l'État a également des moyens juridiques qui heureusement sont encadrés et limités et ne peut pas non plus s'immiscer dans l'ensemble de l'organisation sociale. Et donc là, en l'occurrence, administrativement, on peut fermer l'activité remontée mécanique. Et heureusement, presque j'allais dire, on ne peut pas mettre des zones sous cloche. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres? Allez-y, profitez-en. Alors, on peut encore prendre une ou deux questions. Je vois que l'heure a bien avancé. Il est 19h41. Vraiment, n'hésitez pas sur les sujets de vos choix, y compris, vous nous gênerez jamais avec Régis si vous avez des questions. Je sais pas, On aime bien les questions qui fâchent. On aime bien les questions qui fâchent. Allez-y, Michel. Je ne sais pas si c'est une question qui fâche, non, c'est juste une réaction à ce qui a été dit sur ce qui est en cours apparemment pour renforcer la possibilité par la loi d'imposer l'isolement en cas de contamination. Je voulais juste dire, mais là, c'est voilà, peut-être au titre de ma profession, que on est effectivement dans un pays qui est peu habitué à ce genre de contraintes et que on commence à voir les effets assez dévastateurs de l'isolement, justement, chez les étudiants qui sont seuls dans leur chambre, et que je pense qu'un certain nombre, pour certaines personnes, le fait d'être mis à l'isolement pourrait être psychologiquement insupportable. Donc, je pense que ça, il faut aussi, il y a peut-être des pays dans lesquels ce genre de pratique peut être mieux absorbé, compris, etc. Mais l'isolement relationnel est quand même quelque chose qui peut être très difficile à vivre. Donc, ce genre de mesure, je peux comprendre qu'on y pense, mais il me semble qu'il faudrait quand même être vigilant à ce que tout un chacun ne peut pas forcément supporter de rester 4 jours tout seul dans une chambre d'hôtel, quel que soit le confort qu'on lui apporte. Et que je pense que dans ce que vous avez évoqué, ce que j'ai entendu, sur la détresse et les difficultés pour les commerçants, pour tout ce qui peut être fait, qui met en réseau, qui reconstruit du collectif et ce qui permet de soutenir l'épreuve. Et on l'a bien vu, le premier confinement a été d'une certaine manière plus facile presque à absorber parce que tout le monde était un peu dans la même situation, il y avait des circuits de solidarité qui se mettaient en place, les gens se sont sentis reliés autour d'actions solidaires. Là, c'est beaucoup plus difficile dans cette deuxième période et je pense que, outre le fait que, évidemment, elle nous atteint dans un phénomène d'usure voilà, c'est aussi parce que il est plus difficile de faire collectif autour de cette deuxième configuration de confinement. Et tout ce qui peut être fait pour que les commerçants se sentent reliés entre eux, enfin tous ceux qui souffrent ou même les patients atteints de Covid, pour lutter contre le sentiment d'isolement, je pense qu'au niveau de la santé mentale, en tout cas, c'est quelque chose d'important. Et que je m'inquiéterais beaucoup de comment on pourrait vivre, voilà, ceux qui seraient mis à l'isolement. Je vais rebondir sur ce que vous dites sur 2 points, effectivement. Par rapport au premier confinement, là, dans le deuxième, je vois le grand gagnant, y compris sur ma commune, c'est Amazon et La Poste. La Poste livre des cartons, avec la petite virgule, de manière extrêmement importante. On le voit bien, puisque c'est aussi la communauté de communes qui gère la compétence déchets. Il y a là les déchetteries, les collectes. On n'a jamais ramassé autant de cartons qu'actuellement. Donc, effectivement, on a tout à l'heure, on a évoqué effectivement le choix cornélien entre les petits commerces et les hypermarchés, mais il n'y a pas que celui-ci, effectivement. Il y a la nouvelle grande distribution Amazon, effectivement, où il est facile d'appeler. Donc, je vais profiter de cette scène, comme on dit, pour rappeler qu'effectivement, l'acte d'achat, c'est un acte citoyen qui a des conséquences excessivement importantes sur le lien social, vous l'avez dit, sur le plan économique. Quel circuit de commercialisation utilise-t-on pour acheter? Quel produit? D'où vient le produit? Donc, il faut toujours réfléchir à ces 2 questions avant d'acheter. Effectivement, passer par Amazon, c'est extrêmement confortable. Mais effectivement, voilà, c'est même pas du tout nos petits commerces. Et ça, c'est un phénomène. Amazon est implanté dans le monde depuis quelques années. Et s'il est là, c'est parce qu'il répond à des besoins aussi. Il ne faut pas être angélique. Mais depuis 2 mois, là, je sens une provocation exponentielle, y compris dans les mondes du domaine.
Et après, sur le deuxième point, effectivement, j'entendais la directrice de notre maison de l'EHPAD à Saint-Martin-Haut qui disait à la fin du premier confinement que les gens n'allaient pas mourir du Covid, mais ils allaient mourir de dépression parce qu'ils ne voyaient plus personne. Et Exactement. des personnes extrêmement âgées. Et ça, c'est une réalité aussi. C'est pas juste une sensation, c'est une réalité. Donc, il faut aussi y veiller. Sur les EHPAD notamment, ça me permet de rebondir là-dessus, puisque finalement la question qui est posée, c'est celle du risque psychologique de l'isolement. Et je crois que ce risque, effectivement, il a bien été mis en évidence sur la question des EHPAD, où du jour au lendemain, on va dire, on a dû interrompre les visites. Et parce qu'on avait des EHPAD, notamment moi sur la circonscription, j'ai des EHPAD qui, dès les premières semaines, ont eu des taux de mortalité de 30-40%. Hein, c'est-à-dire que ça a été extrêmement violent. Donc, dans le cadre de ce deuxième confinement, vous avez vu que les mesures ont été allégées. C'est-à-dire qu'on s'est dit, finalement, on est prêt à prendre un risque supplémentaire un peu plus important parce qu'il y a la dignité également des résidents, des personnes âgées. Voilà. Donc, dans l'arbitrage, on a rééquilibré un peu les choses. Ce que vous dites, c'est également le fait de dire si on allait plus loin en début 2021 sur les obligations d'isolement des personnes testées positives à la Covid, comment on pourrait faire prendre en compte de ne pas générer des nuisances psychologiques graves pour elles. Je pense que ça, on pourrait le prendre en compte justement puisqu'on aurait une approche collective de l'isolement au travers des hôtels et que dans le cadre de ces hôtels, on pourrait finalement avoir un suivi psychologique peut-être un peu plus important, voire des... Et donc finalement, ça serait pas ça serait un regroupement finalement des personnes testées positives le temps qu'elles ne soient plus contaminantes, mais effectivement, il y aurait une prise en compte à avoir de l'impact psychologique de cette mesure. Excusez-moi, je voudrais juste dire qu'il faut être vigilant par rapport à ça, parce que là, je pense qu'on va bientôt mesurer chez les étudiants qui sont restés isolés les dégâts que ça va faire, que ça a fait déjà, et on le dit actuellement dans les universités de manière forte, et que là, il y a une capacité qui n'est pas égale chez les uns et les autres à pouvoir supporter ce genre de choses. Je le dis parce que je suis psychologue de métier et c'est quand même plutôt ma formation, et que peut-être qu'il faut que les gens puissent avoir le choix, soit de pouvoir justifier de mesures prises à leur domicile qui rendent possible qu'ils restent chez eux, etc., ou de pouvoir se rendre, mais qu'on soit dans une incitation et pas forcément dans une contrainte pour pas y conduire des personnes qui ne seraient pas en capacité de supporter ça. Voilà. Tout à fait. Dans l'idée de la proposition de loi qu'on a déposée, c'est imposer un isolement, mais laisser la possibilité aux gens de le faire soit à la maison en s'engageant fermement là-dessus, risque potentiellement de contaminer leurs proches, ou soit leur mettre à disposition un hôtel temporairement, voire même une indemnisation. En tout cas, je crois que cette question rejoint un peu l'intervention que veut faire Christine, si j'ai bien compris, puisque là, on a parlé des risques psychologiques pour le grand âge, notamment au travers des... Oui. Et je crois qu'il y avait une question concernant les nourrissons et l'accouchement, où effectivement, ça peut être assez impactant pour un nouveau-né d'arriver et par exemple de ne pas voir le visage de sa maman, d'où des évolutions qui ont lieu récemment. C'était peut-être la réponse de la question. Oui, c'est ça. Oui, et puis surtout l'accouchement, c'est-à-dire que les mamans qui accouchent avec un masque, il y a énormément de traumatismes et puis de manque de respiration. Hein. C'est un sport de haut niveau, un accouchement. Et alors les footballeurs n'ont pas de masque, mais les femmes qui accouchent ont un masque. Alors il y a les recommandations des sages-femmes, c'est de ne pas mettre un masque et d'équiper les soignants en masque FFP2 et blouse et visière. Et ça devrait être fait. Alors, c'est fait dans certaines maternités, mais pas la majorité. Et la majorité des maternités suivent les recommandations des gynécologues qui sont de recommander le masque et de ne pas l'imposer. Mais il y a beaucoup de maternités qui l'imposent et il y a des traumatismes graves. Il y a des risques de suicide il y a une étude qui a été faite sur le premier confinement et le nombre de mamans qui se suicident dans l'année qui suit la naissance a fortement augmenté. Enfin, il y a un très gros risque à ce niveau-là parce que pendant le premier confinement, en plus, il n'y avait pas le papa. La présence du papa n'était pas là pendant l'accouchement et la suite de couche. Donc, il y a des mamans qui sont restées dans des conditions abominables avant l'accouchement et après l'accouchement. Enfin, il y a eu vraiment des choses terribles. Hein. Il y a eu les deux extrêmes, comme d'habitude. Hein. Les mauvaises pratiques se sont accentuées, les bonnes aussi, mais beaucoup moins nombreuses. Et ça, c'est un vrai problème parce que c'est revenu pendant le deuxième confinement. Alors, le gouvernement ne s'était pas prononcé jusqu'à récemment, jusqu'en novembre, mais il y a un gynécologue qui a démissionné d'ailleurs
de la commission des gynécologues, enfin du syndicat des gynécologues, parce que justement, il n'a pas été suivi et le masque a été recommandé, ce qui est une mesure complètement aberrante, quoi. Voilà. Et puis, il y a eu plus d'épisiotomie aussi, d'accélération des accouchements pour libérer le personnel, mais du coup, ça a créé vraiment des traumatismes graves, quoi. Là, il faudrait vraiment reconnaître l'accouchement comme un sport de haut niveau qui mérite d'avoir… À la limite, beaucoup de mamans ont été culpabilisées d'accoucher pendant cette période où le personnel avait autre chose à faire, mais c'est abominable, quoi. Enfin, ça a été vraiment… Il y a eu des choses abominables. Non, mais je partage avec vous. Effectivement, c'était la volonté de protéger les professionnels médicaux, on va dire, dans un premier temps, qui avait conduit le gouvernement d'imposer le masque à la personne qui accouchait. Il y a eu beaucoup de sujets en tout cas, à l'Assemblée, il y a eu beaucoup de débats à ce sujet-là il y a environ un mois et demi. Et notamment, je pense à ma collègue Valérie Petit, qui a vraiment porté… Voilà, tout à fait, oui, tout à fait. On en a parlé plusieurs fois, m'a demandé de la soutenir dans cette démarche-là, et qui a obtenu le fait que ce masque, on va dire, ne soit plus réglementairement obligatoire. Et elle avait vraiment deux arguments qui étaient non seulement, on va dire, comme vous dites, la personne qui accouche, pour elle, c'était extrêmement dur. Et elle disait aussi que elle mettait en avant des troubles pour l'enfant qui venait de naître. Bien sûr, parce qu'il manque de voir d'oxygène. Des personnes masquées, effectivement, en incapacité de sourire. Et ça fait le lien aussi avec beaucoup de sollicitations qu'on a eues pour le masque pour les enfants de 6 ans. Moi-même, j'ai un… Oui, tout à fait, c'est la même chose. Mais pour la maman, il y a en plus un problème d'oxygène, c'est-à-dire que le fœtus, avant de naître, il rejette son gaz carbonique dans la maman, et donc la maman est doublement privée d'oxygène par le nourrisson qui n'arrive pas à avoir assez d'oxygène, et elle qui n'en a plus assez. Et il y a vraiment eu des choses, des conséquences. Il y a plein d'études autrichiennes, allemandes et autres qui prouvent que, effectivement, un manque d'oxygène. Il y a des nourrissons qui se sont retrouvés en réa à cause de ça, parce qu'ils n'avaient pas eu assez d'oxygène. Quand la poussée dure trop longtemps, il y a eu vraiment des conséquences assez abominables. Alors, évidemment, il y a toujours, pareil, il y a des professionnels qui savent être tolérants et qui n'obligent pas. Et puis, il y a ceux qui tenaient le masque sur le nez de la maman qui était en train d'étouffer. Il y en a qui ont vomi. Enfin, bon, c'était horrible. Il y a vraiment eu des cas assez incroyables. Et c'est là qu'on s'aperçoit qu'en période de crise, quelques personnes sont privées de leur humanité, deviennent des robots et n'ont même plus de discernement pour savoir comment se comporter et ne pas suivre aveuglément des consignes qui sont aberrantes, quoi. Vous avez raison, je pense qu'on aura beaucoup à apprendre de cette période, effectivement, à titre individuel, à titre collectif, etc. Effectivement, on voit qui rejaillit dans ces périodes difficiles où il y a ceux qui obéissent voilà. le doigt sur la couture, il y a ceux qui réfléchissent, ceux qui font preuve d'humanité, tout en ne perdant pas l'objectif final, qui est quand même la santé. Bien sûr. Oui, mais il suffisait de mettre un masque FFP2, et il y en a des masques FFP2, ça coûte 1,50 €, c'est quand même la vie d'une femme vaut ça, quoi. En tout cas, on voit toute la difficulté d'une société hyper réglementée, puisque là, on a dû faire preuve d'une hyper réglementation d'une certaine manière, et on se dit finalement quelle chance de vivre aussi en dehors de ces périodes de crise dans un pays libre, où finalement le discernement des personnes peut permettre de gérer tous ces cas très particulier. Tout à fait. Voilà. Alors, je vois on a peut-être le temps encore de prendre une question. Je vois que le doigt d'Étienne se lève physiquement. Étienne, vas-y. Oui, parce que le doigt virtuel est élevé depuis un moment. Ah, excuse-moi, je n'ai pas regardé. Voilà. Non, c'est une question toujours pour tirer les bonnes conséquences de ce qui se passe actuellement à propos du lien social. Alors, pendant les 2 confinements, plusieurs communes ont mis en place des réseaux d'appels téléphoniques avec des élus et des citoyens pour s'assurer qu'aucune personne de plus de 70 ans ne reste isolée. Et ce serait bien que cette bienveillance de voisinage se prolonge après la crise sanitaire. Alors, je propose pour cela que chaque municipalité installe qu'on peut appeler un comité consultatif pour le lien social, composé d'élus et de citoyens qui veillent justement à ce lien social dans les quartiers, dans tous les quartiers, pour toutes les générations, en complément du travail des associations. Ok. Je prends juste la parole puis je te la rendrai. Alors, sur ma commune, puisque Étienne, je vais parler de ma commune, effectivement, on s'est posé la question de créer un comité, tu viens de l'évoquer, et en connaissance de cause, on a décidé de ne pas le faire. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, il y a un tissu associatif extrêmement puissant. À plusieurs reprises, j'ai demandé aux responsables si effectivement il y avait besoin d'aller au contact des personnes. Alors, c'était surtout les personnes âgées dont on parle, âgées
assez âgés. Et effectivement, les associations, en tout cas sur ma commune, assez structurées, ont clairement dit qu'elles s'en occupaient. Alors, je ne veux pas dire qu'il n'y a pas eu des trous dans le tissu, hein, loin de là. Mais a priori, ça a été fait. Et du coup, en connaissance, la commune n'a pas mis en place un comité comme ça. On aura empilé quelque chose par rapport à quelque chose qui existe naturellement depuis de nombreuses années, qui marche très bien. Mais j'entends en même temps qu'il n'y a pas de commune qui se ressemble par rapport à ça. Et il est évident que quand on sera sorti en guillemets de la crise de manière officielle, les dégâts, on l'a vu au travers de quelques témoignages, les dégâts, on ne les a pas encore tous vus, et il y en aura encore qu'on va déceler dans l'année qui vient. Il faudra que tous, on soit solidaires et qu'on se surveille au sens bienveillant du terme, alors, du coup, au sens bienveillant du terme, donc collectivement sur l'année 2021, puisque effectivement, il y aura encore des dégâts collatéraux à venir. Et justement, moi, ça me permet d'ouvrir un peu d'une manière un peu provocante, parce que ça a fait tilt quand il a parlé de surveillance. On a vu que les régimes totalitaires, d'une certaine manière, parfois avaient une aptitude à gérer beaucoup plus les choses que nous. Typiquement en Chine, le Parti communiste chinois, des gens, même avant la crise, qui sont au pied de chaque immeuble, ils ont pu appliquer des règles extrêmement strictes. Et je trouve que tout l'enjeu et toute la conclusion qu'on doit tirer de cette crise sanitaire, c'est comment continuer à vivre dans un pays de liberté, où chacun va et vient et est très libre de tout ce qu'il fait, mais en même temps avoir une résilience nationale et avoir la capacité à se remettre dans des fonctionnements collectifs parfois un peu durs. Parce que moi, malheureusement, mais je suis peut-être un peu influencé par mes sujets d'études au niveau national, je pense qu'on va reconnaître d'autres crises de nature identique, pas forcément sanitaire, mais d'autres crises un peu difficiles dans les années qui arrivent, hein, que ce soit du fait du contexte géopolitique, que ce soit du fait du dérèglement climatique, des incidents cyber qui pourraient totalement paralyser le pays, y compris l'alimentation des uns et des autres. Enfin, je ne veux pas trop vous faire peur. Et je crois qu'on doit presque, j'allais dire, prendre cette crise. Alors, je ne veux pas parler d'avertissement sans frais, parce que pour le coup, des frais, il y en a eu... il y a eu beaucoup de dommages, mais il y a d'autres natures de crises qui pourraient entraîner des dommages encore beaucoup plus importants. Mais on doit vraiment réfléchir à comment combiner cette liberté qu'on chérit tant en France et en même temps la capacité de collectivement se remettre dans des fonctionnements temporairement face à des épreuves tous ensemble. Et voilà, c'est un grand défi dans les années qui arrivent. Étienne, tu voulais rajouter quelque chose, je crois. Simplement qu'en tant que responsable associatif et ancien élu en charge du CCAS, je pense que c'est important de garder ce lien, que les associations ne font pas tout, parce que les gens viennent de façon volontaire dans les associations. Donc, à part peut-être les gens qui viennent au Resto du Cœur, où c'est un petit peu moins volontaire, mais beaucoup d'associations ne voient pas forcément tous les problèmes, tous les cas isolés, tous les gens qui sont en galère. Et c'est au niveau des quartiers, et c'est bien qu'il y a un relais, une articulation entre les CCAS et la population. Donc, c'est pour ça que je propose qu'il y ait des comités associant le CCAS avec des habitants, simplement. Après, Étienne, le rôle éminemment important d'une commune, c'est de s'assurer qu'effectivement, que toute la population soit effectivement protégée, enfin, qu'il n'y ait pas de gens en difficulté, effectivement, qu'on laisserait au bord de la route. Ça, c'est sa mission, la première. Effectivement, et un maire, il est responsable quand même avant tout de la sécurité des hommes et après des biens, donc des hommes et des femmes. Et effectivement, après, les moyens à mettre en œuvre sont spécifiques à chacune des communes. Voilà. Donc, il y a des endroits où il faut mettre des comités des comités en pilotage en place, comités de surveillance, que sais-je. Et puis, il y en a d'autres où il n'y en a pas besoin parce qu'effectivement, entre les différents outils, entre guillemets, je l'appelle comme ça, qui existent déjà, on voit que tout est couvert. Mais l'objectif final, effectivement, tu as raison de ce point de vue, il est peut-être absolument le même et absolument partagé par toutes les communes de France. Bon, très bien, je ne vois plus de... Si je peux juste si, vas-y. compléter et rassurer peut-être Étienne, hein, je rappelle qu'à Montretier, on avait accueilli des Syriens, qu'il y avait énormément de citoyens qui s'étaient engagés sur un certain nombre de choses. Les Syriens sont tous partis pour diverses raisons, et il y a des choses qui perdurent sans problème. Ce qu'on avait mis en place pour les Syriens, ou ce que les citoyens avaient mis en place, pour être plus précis, eh bien, ça continue pour les gens qui sont en difficulté sur Montretier. Et puis la deuxième chose,
sur ce qu'a évoqué Étienne sur le dérèglement climatique, moi, ça me fait beaucoup plus peur que tous les virus qui pourraient arriver dans les années à venir. Je vous rappelle ce qui s'est passé dans les Alpes-Maritimes. On est sûr à 99% que, évidemment, c'est une conséquence du dérèglement climatique. Je vous rappelle aussi que on est le 10 décembre et on est à 450 mm de pluie depuis le début de l'année. Ce qui est catastrophique. Hein. Normalement, on doit arriver à 800. Alors, si on y arrive d'ici la fin de l'année, ce sera aussi catastrophique parce que ça veut dire qu'il tombe 350 mm dans les 20 jours qui restent. Donc voilà. Et j'aimerais bien que l'État, et que nous tous d'ailleurs, on se préoccupe autant des problèmes qu'on se préoccupe du Covid. Ouais. Je pense que, Bernard, il y a vraiment deux messages intéressants dans ce que tu dis. C'est un, comment on fait pour préserver les quelques acquis de cette crise. Par exemple, là, je voyais ceux qui vendaient du circuit court me dire on a doublé notre chiffre d'affaires de circuit court. Comment on va faire pour préserver ça dans les prochains mois alors que les vieilles habitudes reviennent rapidement? Et le deuxième sujet, c'est que là, grâce à un péril imminent, on a pu se mobiliser comme on ne s'est jamais fait depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Comment, face à un péril qui nous ronge petit à petit sur le long terme, on est capable également de se mobiliser, puisque le changement climatique intervient progressivement dans nos vies, et c'est vrai qu'on a encore une vision assez court terme dans beaucoup de nos décisions publiques et aussi individuelles, et donc comment on peut aussi se mobiliser davantage face à ce péril. Voilà. Si je ne vois plus de mains qui se... Oui, je veux bien. Allez-y, on voit plusieurs. Oui, j'ai oublié de parler du vaccin. Je ne sais pas si vous en avez parlé au début parce que je suis arrivée un petit peu en retard, je suis désolée. Mais il y a des cas, avec les expérimentations qui sont faites actuellement, il y a de plus en plus de cas graves d'allergies. Et c'est vrai qu'on ne sait pas grand-chose sur ces vaccins et qu'on joue un peu aux apprentis sorciers. Donc, je vous demanderai si vous pouvez essayer d'œuvrer pour que la liberté de chacun soit respectée et surtout qu'il y ait un maximum d'expérimentation avant que ce soit généralisé. Je pense que vraiment ce virus qui tue à 0,05% et surtout des personnes âgées, il ne faudrait pas tuer tout le monde avec un vaccin qui ne serait pas au point, quoi. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important, je pense. Vous avez raison là-dessus. Enfin, donc sur le vaccin quand même. Donc les vaccins, parce qu'il y a plusieurs pistes, plusieurs modes de vaccins. Alors, il y en a qui ne sont même pas des vaccins en plus. Il y a eu une mobilisation extrêmement importante de la communauté scientifique et industrielle là-dessus, qui a permis en moins d'un an, on va dire, de développer des choses, alors qu'habituellement, il faut plus que plusieurs années pour le faire. La stratégie vaccinale, elle repose toujours sur une évaluation coût-bénéfice, un peu comme souvent les politiques publiques. Je pense que ce que je peux dire de manière certaine, et j'ai milité dans ce sens-là, mais j'ai douté quand même un certain temps, c'est qu'il n'y aura pas d'obligation vaccinale en France. Par contre, je me pose la question quand même, si on arrivait à trouver un vaccin réellement utile et avec peu de gènes, enfin un niveau de sûreté très, très important. D'ailleurs, vous remarquez que la France, là-dessus, est extrêmement prudente. Hein. Certains pays commencent à vacciner largement. La France a des protocoles, on va dire, assez prudents en la matière. Je me pose quand même la question d'au-delà du côté gratuit, si on ne pourrait pas donner quelques incitations aux personnes vaccinées, notamment par rapport à la capacité de retrouver une liberté totale de mouvement ou autre. Parce que je m'inquiète quand même que plus de 50% de la population indique vacciner. Quand on se vaccine, c'est comme quand on porte un masque, on ne le fait pas tellement pour soi, on le fait pour atteindre l'immunité collective. Et donc, je pense que... Mais ce n'est pas du tout sûr que justement les vaccins actuels protègent justement, enfin diminuent la contagiosité, au contraire. Effectivement, il y a une incertitude là-dessus. Il y a même une incertitude sur le fait que le vaccin protège durablement la personne. Exactement. On a notamment pas mal échangé là-dessus avec le professeur Lina qui a un peu refroidi, on va dire, certaines ardeurs qui pensaient que le vaccin allait être la panacée dans les prochains mois. Alors, quand je disais qu'on allait terminer la réunion, j'ai vu plusieurs mains qui se levaient. Je ne sais plus qui souhaitait parler également. On a évoqué les EHPAD, alors je voudrais quand même dire deux mots. Bien sûr, c'est le principal facteur de mortalité, c'est quand même l'âge. C'est pas parce que les gens sont vieux qu'ils doivent mourir du Covid, j'ai un peu de mal à entendre ça. Sur les 55 000 morts français, il y en a à peu près 40% qui sont morts au sein des établissements. Ça a été un drame absolu et je peux pas laisser dire qu'effectivement, s'ils sont vieux, c'est pas grave. D'une part. D'un autre côté, je pense que c'est quand même, il a été évoqué les conclusions à tirer de cette crise sanitaire. Je pense qu'une des conclusions, c'est quand même que le système hospitalier et le système médico-social, en particulier celui de l'accueil des personnes âgées,
n'a pas permis de répondre de façon satisfaisante, on puisse dire, à la crise sanitaire. Nous étions mal préparés et en particulier la façon dont on accueille les anciens dans les établissements ne correspond pas aux standards décents qui permettent de protéger. Les mesures d'isolement qui ont été prises n'ont pas permis de protéger nos anciens et elles ont été, ça a été souligné à juste titre, extrêmement délétères en termes d'effets indésirables, d'effets secondaires, d'isolement, de dénutrition, de déprime, de désespoir pour ces gens. Également, et je veux en témoigner ici, de patients âgés qui sont morts seuls, abandonnés des leurs, qui avaient peur du Covid, et parce qu'on a été obligé d'en venir à des mesures de restriction des visites qui, à mon sens, sont extrêmement difficiles à tenir. J'ajoute que ces mesures d'isolement, de restriction sont en grande partie liées à l'état de délabrement des EHPAD, et en particulier, on n'y échappe pas dans nos territoires. Et je pense qu'effectivement, quand j'entends, et c'est peut-être un coup de colère que je pense, quand j'entends monsieur le directeur du Rhône de l'ARS visitant nos EHPAD dire que les locaux sont très bien, j'avoue que j'ai un petit peu de mal à l'entendre. Et si cette crise pouvait un petit peu accélérer les projets structurants qui sont en cours dans notre région, ben je pense que c'est une bonne chose. Voilà. S'agissant du vaccin, c'est vrai que le côté anti-vaccinal, c'est quand même une spécialité française. Je crois qu'il n'y a pas plus d'un Français sur deux qui a envie de se vacciner. Les Anglais, il y en a 1 sur 4 qui n'a pas envie de se vacciner. Pourquoi ? Ben, j'en sais rien. C'est sûr que c'est un vaccin tout à fait récent avec le mécanisme de l'ARN messager. Vous avez raison, on a beaucoup d'incertitudes. C'est quand même, à mon sens, bien sûr qu'il faudra l'expérimenter. Il n'est pas question d'obliger les gens à se vacciner. La première salve est plutôt prévue au mois de janvier. Ça s'adressera effectivement aux résidents des EHPAD qui sont bien sûr les plus à risque et à leur personnel soignant. On va voir. C'est sûr qu'il y a des questions essentielles. Est-ce que ça va permettre de réduire la transmission ? On n'en est pas sûr. Je pense qu'on pense surtout que ça va permettre de réduire les formes graves, ce qui est déjà pas mal. Non, c'est pas sûr parce que justement, il y a beaucoup de vaccins qui ont été essayés sur les macaques et madame, je ne suis pas spécialiste. C'est une question, on le pense. Faut pas faire jeter le bébé. Il y aura peut-être plus de morts, c'est tout. Voilà. Non, je pense pas qu'on puisse. Si. Mais il y a effectivement des vraies questions qui se posent. Effectivement, faudra-t-il répéter ce vaccin ? Faudra-t-il vacciner les gens qui ont déjà été malades ? Tout ça sont des vraies questions, c'est vrai. Je pense qu'il ne faut pas jeter le discrédit d'emblée sur ce vaccin. On a vu dans d'autres sujets que les vaccins sont extrêmement décriés et pas forcément de façon bien scientifique. Oui, mais quand le professeur Perron, qui a dirigé quand même un service de vaccination, met en doute l'efficacité de ces vaccins-là, et lui, on ne peut pas l'accuser d'être anti-vaccin. Donc, il a de bonnes raisons. Qui est quand même probablement celui qui est en train le plus de se mettre en marge du monde scientifique français. Oui, il a des raisons pour cela. Ouais, il y a combien de professeurs qui sont enfin, écoutez, on a réussi à endiguer la variole. Oui, mais ça n'a rien à voir. La variole, c'est un. Ça n'a rien à voir. Attendez, le Pasteur, il a aussi, quand il a développé son vaccin, au départ, il y a eu des risques de prix. Oui, mais il se retournerait dans sa tombe. Le bilan est positif à la longue. C'est quand même. On est très prudent. Il faut un certain temps pour voir le recul. Mais oui, mais on n'oblige pas à vacciner. À l'heure actuelle, on n'oblige pas en France aux gens à se faire vacciner. Est-ce qu'on ne peut plus voyager ni faire d'activités diverses et variées ? Ça reviendra. Mais non, mais en tout cas, les discussions qu'on a sont à l'image des discussions qu'il y a dans la société. Et moi, les débats publics que je préfère, c'est ceux où il y a du débat entre les participants et pas uniquement entre les citoyens et les élus. Je trouve très bien les échanges. Peut-être la dernière question. Le doigt de Séverine Maréchal qui se levait. Donc, Séverine, on vous donne la parole. Bonsoir, moi je suis animatrice dans un foyer d'accueil médicalisé et je voulais parler du Ségur de la santé où le médico-social a bien sûr un peu été oublié. Alors qu'on intervient auprès de publics aussi en difficulté comme les EHPAD. Nous, on a eu la chance de ne pas avoir de décès, mais le confinement est compliqué pour des personnes fragilisées. Enfin, moi, je travaille auprès d'autistes vieillissants. Donc, le confinement en chambre, pour certains, c'est pas possible. Nous, on a eu la chance d'être dotés de masques rapidement, de tenues. Ça a été notre chance sur l'établissement. Dans notre association, il y a eu une grande disparité parce qu'on a des établissements
en Saône-et-Loire, en Savoie, Haute-Savoie, et nos collègues de Saône-et-Loire ont eu des masques tissus jusqu'à il y a 15 jours parce qu'ils n'avaient pas assez de dotation au niveau de masques FFP1. Et je trouve ça pas normal dans notre société que d'un département à un autre, on n'ait pas les mêmes possibilités. Et surtout qu'ils avaient dans leur région, il y a quand même une usine qui les fabrique, ces masques. Donc voilà, j'espère que vous pourrez au niveau du gouvernement ne pas nous oublier dans ce Ségur, parce que les soignants des hôpitaux ont une augmentation de salaire, que nous on a eu la prime qui même sur cet établissement n'aurait pas dû être versée, et la dotation on voit au niveau de l'ARS du Rhône ne sera versée qu'au mois de décembre, alors que d'autres régions, d'autres départements l'ont versé avant. Alors, bon, vous êtes bien d'en parler. Le Ségur de la santé, c'est une démarche qui a été lancée avant la crise, mais bien entendu, dont l'application n'a pu être qu'accélérée avec la crise pour revaloriser notamment le secteur public et sanitaire. C'est une action justement sur laquelle on a eu pas mal de retours terrain un peu similaires aux vôtres, et des gens également qui n'avaient pas touché la prime parce que tout simplement, des fois, le système d'information de l'hôpital ne permettait pas de prendre en charge des choses rapidement. C'est un sujet sur lequel un retour est prévu la semaine prochaine au ministère de la Santé, justement pour lui faire part des disparités qu'on a trouvées sur le terrain. Et alors, effectivement, le médico-social n'était pas inclus dedans, ce qui paraît, on va dire, parfois relever d'une certaine logique, mais effectivement, sur le terrain, j'ai notamment eu des retours des HCL, où dans le même bâtiment, des fois, il y a des gens qui sont du sanitaire et du médico-social. Et effectivement, on a mis en place administrativement certaines barrières, peut-être des fois à tort. Et puis un autre élément qui concerne davantage le territoire. Par exemple, j'ai eu le directeur du centre médical de l'Argentière qui a eu un cas très particulier, puisque c'est un établissement privé exerçant une mission de service public, qui lui-même s'inquiétait de dire, mais si vous valorisez le salaire de la fonction publique, moi je vais être soumis à une concurrence déloyale, alors même que j'exerce une mission de service public. Donc là encore, c'est toujours la délicate gestion, on va dire, de décisions administratives nationales. Et puis voilà, dans mon retour, moi, la semaine prochaine, j'insisterai aussi sur le fait de laisser plus de marge aux établissements pour ventiler ces augmentations salariales sans le faire de manière, à mon sens, trop normée d'un point de vue administratif. Voilà, je ne vois plus de mains qui se lèvent. En tout cas, on a dépassé, on va dire, le quart d'heure. On avait prévu de terminer à 20h, mais merci en tout cas beaucoup à tous pour ce moment d'échange. Merci Régis pour ton accueil. J'espère que cette heure d'échange aura été utile à chacun pour faire progresser la réflexion. Je l'espère aussi, et je le crois. C'est toujours bien d'échanger comme ça, surtout une période si compliquée et si unique dans l'histoire, dans notre histoire, dans notre propre histoire. Voilà. Eh bien, écoutez, Régis, c'était le mot de la fin. Oui. Eh bien, écoutez, très bonne soirée à tous et merci à tous pour cet échange. Merci à vous. Évidemment, il y a une partie d'entre vous que je ne verrai pas avant la fin d'année, donc bonne fin d'année malgré tout. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, bonne soirée. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Hop, je mets fin de manière autoritaire à l'échange.